l'aurez suivi, le sommet d'Accra le 4 juin dernier n'a abouti à aucune décision immédiate, mais les chefs d'État de la CEDEAO ont demandé aux juntes militaires de la Guinée, du Mali et du Burkina de faire des avancées d'ici le sommet prochain prévu dans un mois, précisément le 3 juillet prochain. Et pour parler de cette actualité, nous recevons sur ce plateau deux invités. Boukari Woba, journaliste au bimensuel Le Reporter, est avec nous pour analyser cette actualité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Nous disons également bonsoir à Aboubakar Sango, qui est enseignant à l'université Joseph Kizerbo, constitutionnaliste. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Alors, le sommet a pu donc examiner le rapport d'évaluation de la CEDEAO qui avait noté le 20 mai dernier que la situation sécuritaire reste toujours difficile pour le Burkina. Il a également enregistré que l'armée effectue des progrès. Boukari Woba, est-ce qu'on peut considérer que le Burkina jouit jusque-là d'une complaisance de la CEDEAO? Oui, on pourrait le dire. Les militaires sont au pouvoir depuis le 24 janvier, donc plus de 4 mois maintenant, ils sont dans leur 5e mois. Et on aura constaté que depuis tout ce temps-là, la seule sanction qui pèse sur le Burkina, c'est le fait que nous soyons suspendus de toutes les instances donc des organisations sous-régionales. Contrairement à la situation au Mali, où donc on a constaté que ce pays-là a dû subir d'autres sanctions, étant donné que justement il y avait une sorte de tergiversation par rapport au calendrier donc de sortie de crise et surtout les délais qui avaient donc été proposés dans un premier temps donc par la junte. Alors qu'au Burkina, malgré que la CEDEAO, l'UEMOA et toutes les organisations d'ailleurs ne sont pas d'accord avec le délai de 3 ans donc qui est proposé. On constate que quand même il y a une sorte d'hésitation quant à sanctionner donc le pays. Il y a un mois de cela, donc le Burkina devait présenter un calendrier clair. Cela n'a pas été fait. Nos autorités avaient demandé délai supplémentaire. Ce délai leur a été accordé. On a même envoyé une mission, une nouvelle mission encore qui est venue au Burkina comme quoi pour évaluer la situation. Rapport a été fait. Donc le sommet qui s'est tenu à Accra hier devait naturellement prendre des décisions. Mais vous et moi, nous constatons qu'il n'y a eu aucune décision. On a simplement renvoyé encore voilà, les décisions probables à un mois encore. Donc jusqu'au 3 juillet. Est-ce qu'il faut se réjouir justement du fait qu'aucune décision n'a été prise pour le moment ou s'en inquiéter? Tant que Burkinabé, on ne peut pas souhaiter que le pays soit sanctionné. Encore quel genre de sanctions? Si c'est par rapport à ce qu'on voit au Mali, personne ne souhaite ça à son pays. Les Burkinabés, nous vivons déjà une crise sociale assez sérieuse de mon point de vue. La flambée des prix des denrées de première nécessité. Donc si on doit encore subir les mêmes sanctions, les sanctions similaires au Mali, je pense qu'on ne serait pas loin d'une catastrophe. Ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons. Par contre, on peut être d'accord avec la CEDEAO parce que c'est même les principes de la CEDEAO. Si la CEDEAO aujourd'hui n'est pas d'accord, déjà même par le principe, le fait que les militaires arrivent au pouvoir maintenant, ils sont là quand même, et que la CEDEAO demande un calendrier clair de sortie de crise et que les autorités apparemment ne présentent pas ce calendrier clair parce qu'il n'y a pas de calendrier clair, il n'y a pas d'agenda. On sait seulement que la charte de la transition prévoit 36 mois donc, pour sortir de la transition, donc 3 ans. La CEDEAO dit c'est trop. Et depuis longtemps, on demande au Burkina de revoir ce délai-là. Et ça, ce n'est pas encore revu. À ce niveau, quand même, s'il y a décision à prendre, c'est peut-être plus de pression sur les autorités militaires qui sont en place afin qu'effectivement, ils puissent clarifier donc, cet agenda-là. Cela n'est pas valable seulement pour la CEDEAO, hein. C'est même une demande au niveau national. Je crois que nous, Burkinabés, nous avons besoin de cela.
Alors, pour justifier cet agenda, justement, de 36 mois, les autorités en place évoquent la situation sécuritaire. La mission d'évaluation, elle est venue, elle a constaté que la situation sur le terrain reste difficile. Est-ce qu'à ce niveau, justement, le Burkina ne pourrait pas bénéficier de cette complaisance-là? Moi, je ne parle pas de complaisance. La chose est dans une logique de compréhension et de pédagogie avec le Burkina. Le moment de la sanction viendra. Il vous souviendra qu'au Mali, les sanctions ne sont venues qu'après la volonté des autorités de la transition malienne de faire une transition de 5 ans. Je crois que c'est dans une logique de compréhension. Sinon, elle va se discréditer elle-même. On ne comprendra pas pourquoi le Mali a été sanctionné et que le Burkina ne serait pas sanctionné. L'argument sécuritaire est un argument qui est incontestable, mais c'est un argument aussi qui est facile à détruire parce que on peut vous demander qui vous dit que dans 36 mois, la question sécuritaire se serait améliorée. Voilà, je crois aussi qu'il faut qu'on avance. M. Ouba l'a dit, la CEDEAO est dans son rôle. La CEDEAO fait la promotion de la démocratie et de l'alternance au pouvoir par les urnes. C'est incompréhensif que cette institution-là va laisser le Burkina sans, à mon sens, sans pression, sans sanction. Voilà, sans pression, sans sanction. Pour le moment, elle écoute. Elle écoute, elle prend le temps pour écouter. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sanctionnera pas le Burkina Faso si rien n'est fait d'ici là. Le Burkina a une situation sécuritaire déplorable. Nous tous, nous la déplorons. Mais ça fait près de 7 ans que nous traînons cette situation. Alors, pour revenir à cette question que vous posiez, une probabilité selon laquelle, est-ce que dans 36 mois, la question sera résolue? Alors, lorsqu'on écoute le président de la transition, il reste convaincu que, au moins dans 36 mois, la question sera... une bonne partie sera faite, la sécurisation sera au moins garantie, plus ou moins. Il n'y a aucune assurance en la matière. Je crois que d'ailleurs aujourd'hui, si vous voulez, on va débattre quant à savoir est-ce que la situation s'est améliorée à partir de la date du 24 janvier en venant ou bien elle s'est empirée. Moi, je ne pourrais pas affirmer que la situation s'est améliorée. Mais vous avez vu les dernières sorties du commandant des opérations du Théâtre national qui assure que l'armée est dans l'offensive et qu'il y a des progrès. Comme quoi? Qu'est-ce qu'on nous présente comme résultat? Des localités qui ont été libérées selon leurs propos. Des localités qu'on ne nous cite pas. Vous savez, s'il y a des localités qui sont libérées... Non. Laissez-moi vous dire. S'il y a des localités qui sont libérées, ce n'est même pas aux militaires de nous les annoncer. C'est les populations elles-mêmes qui sont retournées là. Parce que c'est avant tout nos parents. Mais est-ce que c'est dans leur intérêt de le dire? Non, ils vont le dire. Parce que quand ils quittaient, quand ils quittaient, on était au courant qu'ils quittaient. Les localités qui sont abandonnées là, nous les connaissons. Quand les gens quittent Madjouari là, on les voit transportant leurs affaires à dos dans des charrettes, dans des tricycles et autres, on les voit. Donc quand ils vont repartir, même si ce n'est pas un convoi massif, comme lorsqu'ils sont en train de quitter, sachez seulement que nous aurons l'information. Et à la date d'aujourd'hui, moi, je n'ai reçu aucune information venant de citoyens, des résidents de localités qui auraient été occupées par des terroristes qui disent, bon, écoutez, maintenant ça va, on est retourné chez nous. Tout ce qu'on sait, c'est ce que les militaires nous disent. Et moi, je dis, ça reste véritablement à vérifier. Si c'était le cas, même l'armée n'hésiterait pas à l'annoncer. Moi, je crois que c'est peut-être parce que ce n'est pas encore un véritable retour. Parce qu'il faut se le dire, depuis fort longtemps, pendant que des gens quittent, il y a des gens qui reviennent. Ça, c'est évident. C'est votre village. On a beau vous chasser, vous êtes parti, tôt ou tard, vous allez chercher à revenir. Donc, des gens partaient et revenaient. Même s'ils ne viennent pas s'asseoir de façon stable, de façon durable, ils reviennent, ils font quelques jours, ils repartent et puis ils reviennent. Donc, ces va-et-vient-là, pour moi, on ne peut pas considérer ça comme effectivement un retour des populations dans leur localité. Encore qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut gagner une localité, 2 localités.
et le lendemain, on perd 3 localités, 4 localités. C'est exactement ce qui se passe. On vous dit ici, les populations sont revenues, mais vous allez apprendre que de l'autre côté, les populations sont parties. Donc, quand vous allez mettre dans la balance, en réalité, on n'a rien gagné. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez regarder en termes, par exemple, parce que j'ai vu le communiqué final de la CEDEAO, où effectivement, on semble dire que tout va bien. On parle des localités qui ont été récupérées. On parle des écoles. Très bien, des écoles qui ont été réouvertes. Mais tout ça, ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Parce que le bilan par rapport aux fermetures, aux réouvertures des écoles, le ministère de l'Éducation nationale même établit ça. Ces rapports-là existent mensuellement. Mais et je vous invite à consulter ces rapports. La donne du fait que ces annonces-là sont tenues secrètes pour le moment, justement, de peur qu'il y ait des représailles. Non, il n'y a pas de... Vous savez, les militaires nous disent qu'ils ne communiquent pas. Quand il y a eu Bourzanga, la riposte, on va dire, victorieuse, ils n'ont pas tardé. C'est le chef de l'État même rentré de Bobo qui a continué à Bourzanga pour aller épingler des médailles sur les poitrines des soldats. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Parce que c'était un résultat palpable, visible, vu par tout le monde. Les gens ont commencé à saluer avant même que l'autorité n'aille effectivement féliciter ces militaires-là. Est-ce qu'ils ont ce résultat qui était visible par tout le monde? Est-ce qu'ils ont laissé aller comme ça? Ils sont allés surfer là-dessus. La preuve que depuis là, s'il n'y a pas de telles actions, c'est qu'il n'y a pas de résultats. Chaque fois qu'il y aura des résultats, ils ne manqueront pas de communiquer sur ces résultats au motif qu'il faut éviter qu'il y ait des représailles. La dernière conférence de presse qui a été animée par le lieutenant-colonel Bamouni. Mais justement, ils sont venus pour présenter des résultats. Sauf que quand on regarde bien, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, véritablement. Quand on parle comment on appelle ça, d'approvisionnement de vivres dans certaines localités, mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Même sous le régime failli de Roch-Marc Christian Kaboré, on approvisionnait de façon ponctuelle des localités qui étaient coupées du reste du pays. Alors, Aboubacar Sango, la proposition d'un calendrier précis et raisonnable est demandée par la CEDEAO. Est-ce que vous pensez que les autorités en place pourraient faire marche en arrière en revenant sur les 36 mois de transition qui ont été validés au cours d'assises nationales? Tout va dépendre du contexte, de l'environnement et des pressions qui sont exercées sur les autorités. Ça dépendra de ce qu'elles vont perdre ou de ce qu'elles vont gagner en insistant à imposer leur agenda à la CEDEAO. De toute façon, le Mali a persisté, le Mali a été sanctionné, le Mali a fini par faire des propositions allant dans le sens de ce que la CEDEAO souhaite. C'est dommage, voilà, d'avoir attendu, de subir autant de sanctions pour enfin reculer. Je pense que sur la question de l'agenda, ce n'est même pas... Ma position dès le départ, même sur ce plateau, je n'étais pas pour une transition de 36 mois. D'abord, notre pays est fragile. Notre pays est fragile du point de vue économique. Nous dépendons du soutien des autres États. Et il y a des États qui, par principe, ne soutiennent pas des régimes de coup d'État. L'exemple type, c'est les États-Unis. Mais les États-Unis, avec le second MCA, ils avaient un ambitieux projet de développement du secteur de l'énergie. Ils ont suspendu les financements. Il y a d'autres bailleurs qui traînent. Nous serons aussi absents des instances de décision. Tout ça n'est pas forcément une bonne chose. Voilà, tout ça n'est pas forcément intéressant. Je crois que d'une façon ou d'une autre, un État comme le Burkina ne peut pas, dans notre environnement CEDEAO là, évoluer en vase clos. Si nous voulons appartenir à cette instance, nous serons obligés, à un moment ou à un autre, d'avancer dans le sens de ce que la CEDEAO souhaite. N'oubliez pas que les chefs d'État ont rappelé qu'ils sont contre les régimes de transition de 36 mois. J'ai écouté le président ghanéen
sur, il y a plus d'un mois, sur France 24, où il a dit que le minimum pour eux, là, c'est 16 mois. Voilà. Ils ne peuvent pas comprendre, et je crois même moins que ça, ils ne peuvent pas comprendre qu'un régime qui est issu des coups d'État puisse faire plus de 36 mois. Ça, ce sont les positions de principe d'une institution comme la CEDEAO. Mais nous-mêmes interrogeons-nous sur cette durée. Qu'est-ce qu'on gagne à aller jusqu'à 36 mois? Est-ce que c'est un régime de transition issu d'un coup d'État a pour vocation de faire des réformes dans un pays où des réformes importantes ont été faites ces dernières années? Est-ce qu'on a besoin? Non, je crois qu'il faut gérer le minimum et puis se concentrer sur la priorité. Non, la transition n'a qu'une seule priorité. C'est la question sécuritaire. Il faut mobiliser toutes les forces. Et sur la question sécuritaire, je crois que l'objectif qui est donné à la transition, ce n'est pas d'éradiquer le terrorisme. C'est de contenir le terrorisme. Et un régime issu des élections va finir par achever l'action du régime de la transition. C'est ce qui est attendu et c'est faisable sur 12 mois. Oba, du même avis? 12 mois? Oui, je prends 12 mois ou en tout cas ce que moi je retiens, c'est que 36 mois, c'est un mandat. C'est à la limite un mandat électif. Voilà, donc 36 mois. Et surtout, parce que c'est ça aussi, depuis le 24 janvier, on a eu le temps d'observer les nouvelles autorités. Et aujourd'hui, on peut se poser la question très objectivement si la question sécuritaire est la priorité des nouvelles autorités. Ces derniers mois ou dernières semaines, on les voit plus à d'autres niveaux que sur le front sécuritaire, de mon point de vue. C'est-à-dire? C'est des nominations. C'est des nominations un peu partout. Qu'est-ce que des militaires qui sont venus avec la priorité des priorités, c'est-à-dire leur seule priorité, c'est la question de sécurité. Quand ils sont venus, c'est ce qu'ils ont annoncé. Qu'est-ce qu'ils ont à nommer chaque semaine des DG? Ça change quoi? Un DG de l'ONABE, un DG de CNSS, un DG de Télévision nationale de Sidoya. Qu'est-ce que ça vient changer dans la lutte contre le terrorisme? Est-ce qu'on peut réellement gouverner sans avoir une mémise sur les différentes institutions du pays? Non, une mémise pour faire quoi? Une mémise pour faire quoi? Même les régimes qui sont élus par les urnes ne le font pas du tic au tac comme ça. On vient et puis on commence à tout changer. Mais moi, quand je regarde ça, je dis que peut-être même 36 mois, c'est juste en attendant de voir. Peut-être qu'il y a une ambition qui va au-delà de 3 ans. Sinon, on n'a pas besoin de chambouler toute l'administration comme ce qu'on est en train de voir actuellement. Ça ne permet pas justement de se concentrer sur cette priorité qui est la lutte contre le terrorisme. Moi, c'est ce que je constate. Alors, revenons à l'une des décisions également prises au cours de ce sommet, c'est la nomination de l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, comme médiateur. Est-ce que vous pensez qu'il pourra gérer ce dossier burkinabé? Avant de revenir à cette question, sur les nominations, je crois qu'un régime a besoin de nommer. Mais ce qui est reproché au régime de transition, c'est de ne pas respecter les procédures de nomination, les procédures de recrutement. Non seulement parce que les tests ouvrent cette perspective, mais parce que l'agenda de la transition a dit que les nominations aux fonctions de DG devraient se faire sur appel à candidature, ou du moins par la procédure de l'appel à candidature. Le Premier ministre a annoncé à l'Assemblée que les nominations vont se faire par la procédure de l'appel à candidature. Mais ce qui est fait jusqu'à présent, je ne sais pas si, à l'exception des sociétés à caractère stratégique, parce que les tests disent que les DG des sociétés à caractère stratégique sont nommés par décret du président de la République. Mais si vous prenez l'engagement de remettre en cause, il faut que ça commence à s'appliquer à vous-même. Il faut que ça commence à s'appliquer à vous-même. Et je crois que c'est ce qui est gênant. Voilà. Même sous le régime failli, comme il a dit, de Rochma Christian Kaboré, certains DG étaient recrutés
par la procédure de l'appel à candidature. Le DG de la RTB a été recruté par la procédure de l'appel à candidature. Le DG des Sidoya a été recruté par la procédure d'appel à candidature. Je crois, le dit, ce n'est pas les... C'est leur dit de faire attention. Sinon, ils sont en train de se décrédibiliser, le projet qu'ils ont annoncé. Puisque ce sont eux qui ont fait les annonces. Ce sont eux qui ont dit, on va nommer par procédure d'appel à candidature. Même si on peut réfléchir davantage sur la nécessité de cette procédure, ils ont pris l'engagement de le faire. Maintenant, je reviens à votre question. La nomination de Mahamoudou Issoufou. Mahamoudou Issoufou comme médiateur au Burkina Faso. C'est une bonne nomination parce que d'abord, il connaît le terrain. Il connaît les acteurs politiques. Mais ensuite, n'oubliez pas que dans la sous-région, on peut le considérer comme le chef de l'État le plus démocratique. Il a fait ses 2 mandats. Il n'a pas révisé la disposition de la constitution nigérienne qui limitait les mandats à 2 pour aller vers un 3e ou un 4e mandat. Nonobstant le fait que dans son camp, certains l'auraient souhaité. C'est un démocrate qui vient. C'est un monsieur qui est contre les régimes de coup d'État qui vient. Bon, ça veut dire aussi que, bon, on ne va pas anticiper. Voilà, je crois qu'on va le laisser travailler. Mais lorsqu'une telle personnalité est nommée, qui partage les valeurs démocratiques... Il sera sans doute rigoureux. Ah oui, il va chercher... Je ne suis pas sûr qu'il va venir pour cautionner les coups d'État. De toute façon, les coups d'État ne sont pas une bonne chose. Voilà, il ne faut pas que... J'ai l'impression que au sein de notre opinion, bon, on a un regard un peu complaisant à l'égard des coups d'État. Non, on a fait des choix. Il faut... Les grands pays là se sont construits comme ça. On a choisi le cap et puis on s'inscrit dans ce cap. Voilà. On a choisi d'élire, de désigner nos dirigeants par élection. Il faut tout faire pour que nos dirigeants soient désignés par élection. Le président Mahamoudou qui arrive, il a été désigné par les élections. À la fin de son mandat, à la fin de ces 2 mandats, il est parti. Je ne suis pas sûr qu'il va venir pour doubler un régime qui est issu de coup d'État. Est-ce que déjà on peut avoir des craintes vis-à-vis de cette médiation annoncée? Boukari Ouba. Non, je ne vois pas de crainte. Bien au contraire, et comme Sango l'a si bien dit, la personnalité qui est nommée comme médiateur ici, c'est quand même quelqu'un qui jouit d'une bonne opinion, d'une bonne crédibilité de mon point de vue. Il l'a bien expliqué, il a fait 2 mandats, il est parti. Voilà, il connaît très bien le Burkina, il connaît les acteurs, donc c'est un avantage. C'est un voisin privilégié, donc entre Ouaga et Niamey, je crois qu'il y a une très bonne entente. Donc de ce point de vue, c'est la personne indiquée. Moi, je pense, déjà en tant qu'ancien chef d'État et puis aussi de par ses qualités personnelles. Il faut aussi considérer que c'est le Niger, de mon point de vue aujourd'hui, c'est même le Niger peut-être qui est le bras dur au sein de la CEDEAO et qui fait que justement on ne laisse pas libre cours aux militaires de faire pratiquement ce qu'ils veulent. Depuis un certain moment, beaucoup de pays se sont ralliés donc, à ces militaires-là. Même la Côte d'Ivoire. Surtout la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays. C'est ça le paradoxe de notre CEDEAO. Et c'est ça qui fait que cette CEDEAO-là s'est discrédibilisée. Les mêmes qui étaient durs vis-à-vis des militaires maliens, les mêmes sont complaisants ou à la limite soutiennent les militaires au Burkina. C'est ça le paradoxe. Qui fait qu'on a sanctionné le Mali, mais on a du mal à sanctionner effectivement le Burkina Faso. Parce qu'il y a des gens qui sont complices des militaires au Burkina. Donc, mais est-ce qu'on peut dire que les situations ne sont pas pareilles? Le Mali qui a accusé un coup d'État dans un coup d'État. Oui, mais écoutez, c'est pareil. Est-ce que ce n'est pas cette situation qui a fait que le regard vis-à-vis du Mali a changé? C'est pareil. Les Maliens, eux, au moins, ils ont déjà tenté de mettre un civil avant de revenir récupérer leur pouvoir. Mais nous, on n'a même pas tenté de mettre un civil. Est-ce que vous voyez? Chez nous, on peut critiquer tout le processus. À commencer par l'adoption même de la charte.
de la désignation du chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État a été désigné même? Ne serait-ce que par une sorte de formalisme. On aurait souhaité qu'effectivement on permette que les forces vives là, qui ont adopté la charte, ou au-delà d'eux, que des gens puissent désigner le lieutenant-colonel Damiba comme étant le président de la transition. Ça n'a pas été fait ainsi. Donc, je pense que de ce point de vue-là, pour moi, il n'y a pas de différence entre ce qui s'est passé au Mali et ce qui s'est passé au Burkina. Et ce sont ces complaisances-là qui vont nous enfoncer davantage dans certaines dérives. Le coup d'État au Mali est arrivé après ce qui s'est passé au Tchad. Ne l'oublions pas. Et quand il y a eu ce coup d'État constitutionnel, même si ce n'est pas le président qu'ils ont renversé tout de suite, mais ils ont quand même renversé la Constitution, parce que ce n'est pas ce que la Constitution prévoyait, après donc, le décès du maréchal Idriss Déby. Donc son fils qui prend le pouvoir, et qu'il y a pratiquement aucune condamnation au niveau de la communauté internationale, parce que eux, ce n'est pas la CEDEAO, c'est une autre zone. Mais l'Union africaine, l'ONU, la France particulièrement, il n'y a pas eu de condamnation ferme. Bien au contraire, vous vous souvenez de cette sorte d'investiture et d'obsèques au président Idriss Déby, tous les chefs d'État se sont retrouvés là-bas, donc ont adoubé ce jeune-là qui venait de prendre le pouvoir. C'est à la suite de ça que les militaires au Mali ont renversé cette transition qui était plus ou moins civile qu'ils étaient en train de mettre en place, et puis ils ont décidé d'assumer finalement leur coup d'État. Après, il y a eu quoi? Il y a eu la Guinée, il y a eu le Burkina Faso. Donc, les complaisants d'aujourd'hui sont en train de nourrir certainement des dérives de demain, et on ne sait où ça va nous conduire. Donc, je disais, pour terminer, qu'au sein de la CEDEAO aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'État de pays qui sont plutôt complaisants, qui sont complices même des militaires. Et de mon point de vue, il y a surtout le Niger, et peut-être dans une moindre mesure le Ghana ou le Nigeria, qui continuent de vouloir garder la maison et donc d'être des farouches aux opposants au coup d'État. C'est pour cela que moi je salue la nomination de quelqu'un comme Mamadou Issoufou comme médiateur. Aboubakar Sango. Non, moi je ne dirais pas que les chefs d'État sont complaisants. Je dirais qu'ils sont compréhensifs à l'égard du Burkina Faso. Mais attention, comme il a dit, vous préparez les lits des régimes de coup d'État. Si c'est vraiment de la complaisance. N'oubliez pas que le coup d'État qui a été fait contre le président malien, paix à son âme, et Ibrahim Keïta, notre ancien chef d'État, il avait une attitude de complaisance à l'égard du nouveau régime. Voilà, je crois qu'il faisait partie de ceux qui pensaient qu'il ne faut pas sanctionner, mais il n'a pas échappé. Voilà, il n'a pas échappé au coup d'État. Non, ce n'est pas une histoire de coup d'État de Burkina ou pas. Vis-à-vis des coups d'État, il faut avoir une position de principe. Il faut avoir une position de principe. La Côte d'Ivoire elle-même n'est pas à l'abri d'un coup d'État. Hein. Même si c'est le petit frère du chef de l'État qui est ministre de la Défense, qui vous a dit qu'elle est forcément à l'abri d'un coup d'État. Je crois plutôt que ce sont des États qui sont compréhensifs à notre égard. Je crois qu'ils partagent notre peine. Ils sont un peu gênés. Voilà, je crois qu'ils sont gênés entre les principes, entre l'affirmation des principes et la nécessité de trouver une formule qui va sauver notre pays. Je crois qu'ils sont à la recherche de cet équilibre. Sinon, bon, le président Ouattara n'est pas forcément un chef d'État qui est complaisant à l'égard des régimes de coup d'État. Est-ce qu'on n'occulte pas le fait que peut-être l'institution a été beaucoup critiquée ces temps-ci, justement avec cette jeunesse qu'on considère de plus en plus consciente? Mais c'est dans ce piège qu'il ne faut pas tomber. Voilà. Nelson Mandela disait, c'est aux dirigeants de déterminer ce qui est bon pour le peuple et d'aller convaincre le peuple que leurs choix sont de meilleurs choix. Les dirigeants n'ont pas fait ce que le peuple veut. Et il le dit, les dirigeants qui agissent ainsi, et qui agissent ainsi ne sont pas dignes d'être des dirigeants. Non, cette jeunesse, nous la comprenons. Nous la comprenons. Voilà, on comprend ses exigences. Mais la CEDEAO n'a pas tombé dans ce piège. La CEDEAO elle-même a défini des principes. Voilà, elle doit faire respecter ses principes. C'est ce qu'on a reproché un peu ici à notre Conseil constitutionnel. Voilà. Non,
vous avez vos principes. Il y a des principes qui régissent un État. Il faut seulement les rappeler. L'organisation a ses principes. L'organisation doit rappeler ses principes. La formule, ce n'est pas forcément les sanctions. Vous pouvez atteindre votre objectif par d'autres méthodes. Peut-être que c'est ces d'autres méthodes-là que les États de la CEDEAO sont en train de prospecter. Voilà, sont en train de prospecter. Mais je pense que, bon, la jeunesse, elle est impatiente. Voilà. Et je crois que la situation dans laquelle nos pays sont... Peut-être un peu manipulée aussi. Par qui? C'est la grande question sur la question de la manipulation. Par la presse. L'un dans l'autre, je suis de ceux qui pensent aussi... a une réponse? Oui, bon. Non, je ne parlais pas de manipulation. Vous savez, ces revendications de la jeunesse-là, c'est des revendications légitimes vis-à-vis de la CEDEAO. Moi, je pense que plusieurs fois, c'est cette jeunesse-là qui a poussé la CEDEAO à prendre certaines décisions peut-être courageuses. Si on la rejette, c'est parce qu'elle ne s'est peut-être pas à certains moments bien assumée. N'oublions pas qu'en septembre 2015, le coup d'État du général Diendéré, la CEDEAO était venue pour nous convaincre d'accepter les propositions qui avaient été faites par le général Diendéré et puis son clan. Il a fallu que des gens sortent dans la rue pour manifester bruyamment et rejeter les propositions de cette CEDEAO-là, la feuille de route qu'ils avaient sortie. La CEDEAO est repartie. Macky Sall et puis Yahi Boni, ils sont repartis la queue entre les jambes. Vous pensez qu'après ça, on peut respecter cette CEDEAO-là? Donc, moi je dis, lorsqu'on n'a pas à un certain moment été courageux, lorsqu'on n'a pas forcément assumé les responsabilités qui sont les vôtres, il est difficile effectivement de s'imposer à l'opinion. Et c'est dans ça que la CEDEAO est. Sans oublier qu'il y a bien d'autres chantiers où on ne voit pas cette CEDEAO. Aujourd'hui, la CEDEAO peut pas être juste cet instrument-là qui est là, qui nous dit démocratie, démocratie, alors que nous vivons les affres du terrorisme et on ne voit pas la solution que la CEDEAO propose en matière de lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas possible. On est obligé de bricoler avec d'autres institutions, G5 Sahel, je ne sais quoi, et la CEDEAO est complètement absente. Mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'il peut avoir la démocratie lorsqu'il n'y a pas la sécurité? Il peut avoir quel développement lorsqu'il n'y a pas la sécurité? Et la CEDEAO n'a aucun remède par rapport à ce terrorisme. Or, c'est pratiquement tous les pays de la CEDEAO, ou en tout cas la moitié, qui vivent de plein fouet le terrorisme. Quel est le rôle de la CEDEAO par rapport à ça? Aujourd'hui, la flambée des prix de première nécessité, parce que c'est ça, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, les prix flambent. Le transport n'est pas libre d'un État à un autre. Ça, c'est le premier objectif même de la CEDEAO. Libre circulation des biens et des personnes. Ce n'est pas une réalité. Mais les chefs d'État sont là, ils n'ont aucun pouvoir par rapport à ça. Et puis après, tout ce qui se passe, c'est les histoires de coups d'État où ils sont là, ils jouent le jeu. Quand ça les arrange, ils sont contre le coup d'État. Quand ça les arrange d'être complaisants avec les coups d'État, ils jouent la complaisance comme on l'observe. Alors, Boukari Woba et Aboubakar Sango, nous allons passer au deuxième point de ce débat qui porte sur la constitution burkinabé. Le 2 juin 2022, la constitution soufflait 31 bougies. Promulguée le 11 juin 1991, l'adoption de la constitution de la loi fondamentale a été faite par référendum le 2 juin 1991 et qui a permis au Burkina de s'orienter vers une ère démocratique. Avec 31 ans au compteur et près de 8 révisions, la question, elle est pour vous, Aboubakar Sango. Que vaut la constitution burkinabé à vos yeux? Elle vaut la constitution. Ça veut dire un acte qui se trouve au sommet de la hiérarchie des normes et qui détermine les modalités d'exercice du pouvoir politique par les pouvoirs publics. Voilà. Donc, elle précise la manière dont le pouvoir est organisé. Malheureusement, elle ne nous a pas empêché une insurrection populaire et un coup d'État.
Deux même. Bon, je dirais un, puisque l'autre a échoué. Voilà. Et elle ne nous a pas empêché un coup d'État. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est la faiblesse, c'est du fait des faiblesses de la Constitution que nous avons connu l'insurrection et les coups d'État? Je dirais non. Parce que si vous prenez 2014, nous avions toutes les ressources nécessaires dans la Constitution pour ne pas arriver à l'insurrection populaire. Voilà. Mais les deux partis ne voulaient pas mobiliser les ressources de la Constitution. Vous faites référence à l'article 37. Oui, voilà, c'est le débat sur l'article 37 qui nous a conduit à l'insurrection de 2014. Donc ma question c'était, est-ce qu'on ne pouvait pas mobiliser la Constitution pour résoudre les différends relatifs à l'article 37? Est-ce qu'il y avait des ressources dans la Constitution qui nous permettaient de résoudre nos divergences relatives à la division sans aboutir à l'insurrection? Oui, la Constitution de 91 avait prévu toutes les ressources nécessaires. Malheureusement, les différents partis n'en voulaient pas. Je prends par exemple le référendum. Le référendum a une fonction d'arbitrage. Elle a été jugée coûteuse. Au-delà du coût, nous pensons, une grande partie de l'opinion de juristes, organisations de la société civile, pense que le référendum est un moyen de manipulation. Voilà. Ceux qui étaient en face, qui ne voulaient pas de l'article 37, ne voulaient pas qu'on fasse recours au référendum. Ceux qui voulaient de la révision ne voulaient pas forcément aller à un référendum. Ils voulaient utiliser la voie parlementaire, qui est une des ressources que la Constitution leur autorisait d'utiliser. Lorsque vous prenez le coup d'État de du 24 janvier 2022, ce n'est pas du fait des insuffisances de la Constitution que ce coup d'État est arrivé. Dans certains pays, les coups d'État sont souvent le résultat de divergences politiques, de divergences sur la révision de la Constitution, sur l'organisation des institutions. Mais ici, le fondement du coup d'État, c'était la crise sécuritaire. Mais est-ce que la Constitution donnait les moyens au chef d'État déchu pour pouvoir être un vrai chef militaire, pour résoudre la crise? Oui, la Constitution lui donnait les moyens. Est-ce que la Constitution donnait les moyens au Conseil constitutionnel pour déclarer le coup d'État du 24 janvier illégal? Oui, la Constitution donnait les moyens au Conseil constitutionnel, puisque l'article 167 de la Constitution dit que le coup d'État est illégal. Donc vous voyez que ce soit en 2014 ou en 2022, les crises là, elles ne trouvent pas leur fondement direct dans la Constitution. 2014, c'était la volonté de réviser l'article 37. Mais est-ce que, d'un point de vue juridique, je fais l'analyse d'un point de vue juridique, est-ce que juridiquement, la Constitution donnait les moyens à l'ancien chef d'État de procéder à la révision de l'article 37? Oui, puisque ce n'était pas une disposition qui était déclarée intangible. Ce n'est qu'en novembre 2015 que la Constitution révisée par le CNT a déclaré l'article 37 comme une disposition intangible. Ça veut dire une disposition qui ne peut pas faire l'objet de modification. Et vous voyez le paradoxe. Nous sommes en train de discuter de la 31e année de la Constitution dans un régime d'exception qui ne s'est pas passé de la Constitution. C'est le paradoxe des coups d'État du 21e siècle. Voilà. Ça veut dire, le régime ne tire pas son fondement de la Constitution, mais il veut gouverner en se fondant sur la Constitution. C'est une évolution intéressante. Alors, Boukari Ouoba, il a si bien mentionné, mais on a vu que les sages, les protecteurs de la Constitution ont validé en quelque sorte ce coup d'État en se basant justement sur la Constitution. Oui, c'est un paradoxe. Et il a si bien expliqué, à savoir que ceux que vous appelez sages n'ont pas fait prévaloir leur sagesse, ou en tout cas, ils ne se sont pas assumés
ils ont eu peur, ils ont été pratiquement sommés d'organiser donc cette investiture donc du nouveau président, et ils n'ont eu d'autres choix. En tout cas, ils n'ont pas voulu prendre d'autres responsabilités que de se soumettre à ce que le nouveau pouvoir exigeait d'eux. Donc ils ont organisé donc cette investiture-là. Il y en a eu d'ailleurs jusqu'à 2, sans qu'on comprenne pourquoi. Voilà, tout cela n'avait pas de sens. C'est qu'on a tous dit, sans avoir fait un seul jour à l'école de droit constitutionnel, c'est évident qu'on est dans une situation de coup d'État. Donc les militaires, ils s'assument pleinement, ils n'ont pas besoin d'organiser cette investiture qu'on a vue là pour devenir président du Faso. À partir du moment où la Constitution dit clairement que le président du Faso est élu, il y a la distinction à faire entre le chef de l'État et le président du Faso. Le président du Faso, il est élu. Mais si vous avez pris le pouvoir par la force ou bien par n'importe quelle autre manière, vous devenez sans aucun doute le chef de l'État. Mais qu'est-ce que vous allez chercher en voulant être forcément le président du Faso, en incarnant cette institution-là, qui est une institution créée par la Constitution. Or, vous ne venez pas de la Constitution. Je pense que tout ça, c'était pas nécessaire. J'abonde toujours dans le même sens. Est-ce que le fait que le président de la transition porte le nom de président du Faso, est-ce qu'on peut dire que c'est une violation de la Constitution, puisqu'il n'a pas été élu? J'aurais souhaité poser la question au juge constitutionnel. Donc, si je réponds... La question lui sera adressée. Allez-y. Si je réponds en tant que profane, je dirais oui, bien sûr. Parce que je le dis clairement, la Constitution dit que le président du Faso est élu. Et le président du Faso que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui est élu. Donc, il aurait pu être tout au plus chef de l'État, président de la transition, parce que désigné d'une certaine manière par des forces vives, pour assurer la transition, mais pas président du Faso. Donc je pense qu'il n'en avait pas besoin. Je ne sais pas qu'est-ce que ça ajoute d'une certaine manière à ses qualités, sauf que peut-être la Constitution, certainement la Constitution a prévu des avantages pour le président du Faso, et il veut avoir ces avantages-là, il veut avoir ce titre-là, donc il s'arrange pour être président du Faso. Pour opiner d'une manière générale sur la Constitution, il l'a dit, hein, le problème, ce n'est pas la Constitution. Ce sont les hommes. On a beau tailler la plus belle des constitutions, la Constitution la plus parfaite qu'on va nous amener. Si nous sommes mauvais, on utilisera la Constitution, on en fera ce qu'on veut. Parce que la Constitution, elle est muette, elle n'empêchera personne de la violer. Ce n'est pas possible. Si vous décidez de la violer, vous la violez. Et c'est ce qui se passe tous les jours. Au Burkina, la première des choses, c'est qu'on ne respecte pas les textes. Il disait qu'effectivement, en 2014, Blaise avait le pouvoir de réviser la Constitution. Ce qu'il l'avait déjà fait à plusieurs reprises. La Constitution de 91 originelle, là, prévoyait la limitation des mandats. Donc si on s'en tenait à la Constitution originelle, il y a longtemps que Blaise Compaoré n'était plus au pouvoir. Il n'aurait pas atteint 2014. En 1997, il a sauté ce verrou-là, pour après être obligé de remettre le verrou après les événements de 1988, l'assassinat de Norbert Zongo. Et donc on revient, et ça c'était pour l'élection de 2005, on revient plus tard pour pouvoir sauter une nouvelle fois encore le verrou de cette constitution-là. Mais regardez, même votre cahier de leçons là, c'est pas tous les jours où on rature ça, après on remet, on rature encore, on remet ainsi de suite. Non, ça ne va pas, c'est quand même la constitution. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'une constitution qu'on révise comme ça, au désidérata d'un homme, peut continuer à avoir la qualité ou la qualification de loi fondamentale. Elle n'est fondamentale en rien. Lorsqu'il y a un individu qui peut la réviser à tout moment comme il veut. Et le référendum était effectivement une voie proposée par la Constitution. Mais le référendum ne pouvait pas prospérer. Parce qu'on l'a dit, le problème dans notre pays, c'est même la qualité de nos élections. Quand on organise une élection là, qui part élire? Comment? On comprend quoi dans les élections? La preuve, Roch Marc Christian Kaboré qui vient d'être renversé là, il était élu, il venait d'être réélu. Mais ça n'a pas empêché qu'on le renverse. Donc on se pose la question, il a été élu comment en novembre 2021 là, pour être renversé en janvier. Ça montre toute la qualité donc, de nos élections. C'est tout ça qu'il faut interroger, c'est tout ça qu'il faut revoir. Tant qu'on ne va pas avoir
une certaine qualité des électeurs, de l'opinion d'une manière générale, la Constitution sera à l'image de ce que nous sommes. Alors, Aboubakar Sango, tantôt Woba parlait de la valeur qu'a la Constitution. Est-ce que sous la transition, on peut considérer que ce texte-là est respecté? Non, d'abord, ce texte est bon. Ce texte a été violé pour qu'on se retrouve dans un régime de transition. C'est important de le dire. Voilà. Maintenant... Mais le texte a été rétabli par la suite. Oui, voilà. Qui cohabite avec un autre texte. L'acte fondamental. Dont, non, et on ne parle plus d'acte fondamental. On parle de charte de la transition. Ça cohabite à un texte dont la valeur juridique est fortement contestable. Mais l'un dans l'autre, on suppose que les actes que l'actuel chef d'État pose tous les jours, c'est au regard de cette Constitution. Voilà. Pour le moment, bon, on n'a pas encore vu un acte qui a été déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel. Il y a, bon, bien entendu, il s'agit le Conseil ne peut déclarer qu'une loi inconstitutionnelle. Bon, pour le moment, ces actes sont présumés être conformes à la Constitution. Pour le moment. Il y a plusieurs manifestations qui ont été interdites alors que la Constitution garantit la liberté d'expression du peuple. Et ça a été limité par quoi? Oui, ces libertés ont été limitées par quoi? Par la situation sécuritaire. Non, je vais dire, quel acte du chef de l'État qui limite les libertés? C'est des décisions de... Ce sont des déclarations qu'il a formulées. Pour moi, ce sont des souhaits. Voilà. Sinon, s'il prend un décret qui limite, ben, bien entendu, Ouoba peut attaquer. S'il sent qu'un de ses droits est violé, il peut l'attaquer devant les juridictions. Nous sommes dans les... Vous savez, dans l'État, les conflits se gèrent dans les institutions. Pour le moment, il n'y a pas un acte comme ça qui a été attaqué devant les juridictions. S'il y a une loi qui limite les libertés, cette loi-là, si elle est adoptée, vous avez vos représentants au CNT. Ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Pourquoi le Conseil constitutionnel se prononce là-dessus? Dans le cas contraire, à l'occasion d'un procès, si on veut vous appliquer cet acte, si vous estimez que cette loi-là est illégale, ben vous soulevez son inconstitutionnel, vous soulevez son inconstitutionnalité, le juge est obligé de surseoir à statuer, il renvoie ça devant le Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel se prononce. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a eu une interprétation très restrictive de sa saisine directe par les citoyens. Ce qui fait que les citoyens ne peuvent pas saisir directement le Conseil constitutionnel. Mais je dis, il faut faire en sorte que les libertés ne soient pas limitées de façon arbitraire. Parce que la Constitution dit que les libertés peuvent être limitées, mais par la loi. Voilà, c'est ça. Voilà. On peut limiter des libertés, mais par la loi. Voilà. Et il faut que cette limitation-là soit proportionnelle, soit justifiée, tout et tout. Mais pour le moment, ce n'est que des déclarations. Voilà. Ce n'est que des déclarations. Il n'est pas souhaitable qu'au cours de cette transition-là, des libertés soient violées. Mais je voulais venir à quelque chose qu'il a soulevé. La Constitution ne vaut aussi que par rapport à ses élites et ses citoyens. Vous savez, ceux qui ont marché sur le Capitole l'année dernière, mais les Américains sont en train de les riches, ils iront tous en prison. Mais nous aussi, nous on a valorisé l'insurrection en 2014, à commencer par vous-même, Burkina Info. Eh bien entendu, voilà. On a fait... Non, je vais dire... Non, je vais dire aussi... Je vais dire en tant que citoyen, on doit avoir une attitude aussi vis-à-vis de la Constitution. Les autorités doivent respecter. Nous devrons être jaloux de la Constitution. Voilà, des libertés, des droits qui sont consacrés dans la Constitution. Mais nous aimons aussi, malheureusement, les modes démocratiques d'accès au pouvoir. Nous les aimons tant que
c'est conforme à nos convictions. Nous n'avons pas de position de principe sur ces modes d'accès non démocratiques. Je répète qu'aux États-Unis, ceux qui ont marché sur le Capitole, ils sont en train de les rechercher un à un, ils vont aller en prison. Parce que les Américains ne veulent pas faire penser à quelqu'un que par l'insurrection, on peut arriver au pouvoir. Pour le moment, nous-mêmes, il faut qu'on ait des attitudes de démocrates. Il faut qu'on ait une conscience constitutionnelle suffisamment élevée. Une conscience démocratique suffisamment élevée. Malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours le cas. Non, par rapport à ça, hein, c'est vous qui êtes le juriste. Moi, je crois savoir que l'insurrection est un droit reconnu au peuple. Cela dit, ce n'est pas pour qu'on célèbre l'insurrection populaire. Ce qui est arrivé en 2014, à un certain moment, c'était devenu pratiquement inévitable. Mais ce n'est pas à souhaiter. Ce n'est pas à célébrer. Je crois que peut-être c'est la façon dont on fait référence à ces événements qui peut installer dans l'esprit des Burkinabés que, bon, voilà, ça devient à la limite une voie ordinaire d'accès au pouvoir, ou du moins de renverser le pouvoir. Il ne s'agit pas d'accéder d'abord, de renverser le pouvoir. Or, ça doit être une voie exceptionnelle, extraordinaire. C'est lorsque pratiquement aucune autre voie, aucune autre possibilité ne vous est offerte qu'en tant que peuple, en tant que parti du peuple, vous pouvez faire recours à l'insurrection populaire. Ce qui s'est passé en 2014 de mon point de vue, parce que je pense que on pourrait le dire, ce qui s'est passé en 2014, ceux qui ont fait l'insurrection se voulaient une façon de défendre la Constitution. Parce que comme je le dis, même si la Constitution prévoyait qu'on puisse réviser l'article 37, il y a qu'on l'a déjà révisé, limité, révisé encore, limité. Donc, cette façon de faire là, on ne respecte pas la Constitution. Donc, un peuple ne pouvait pas être là et puis accepter que tous les jours, quand on veut, on se lève, on revit la Constitution. On commence à acheminer ensemble et puis après, on voit que ça ne nous arrange pas, on révise à nouveau. Donc, ça pose problème. Et moi, je pense que le fait d'avoir fait obstacle à cette énième révision, moi, je le prends comme une façon de défendre la Constitution. C'était surtout lié à la rupture de confiance entre gouvernants et gouvernés. Je le pense aussi. Je ne dis pas le contraire. Vous savez, l'article 167 de la Constitution dit que le coup d'État est illégal. Et que, face à un coup d'État, le peuple doit désobéir. Voilà. La Constitution sujet la désobéissance civile. Qui a appelé le 25 janvier à la désobéissance civile? Personne. Nous sommes complaisants avec la Constitution. Qui a appelé à la désobéissance civile? Ni les partis politiques, ni les organisations de la société civile. Non, ce que nous disons ici, c'est des positions peut-être de principe. Voilà. Peut-être que dans notre fort intérieur, il y a autre chose. Voilà. Mais je dis, qui a rappelé même que on aurait dû désobéir? Est-ce qu'on n'oublie pas un peu le contexte dans lequel ce coup d'État est survenu? Non, je n'ignore pas ce contexte. Parce que pour beaucoup, le régime passé ne pouvait pas trouver de solution à la crise sécuritaire. Je n'ignore pas le contexte. Mais je veux qu'on rappelle les principes. C'est de la Constitution qu'on discute. Elle ne vaut que ce que nous valons nous-mêmes. Voilà. C'est aussi, c'est ce que je disais à une conférence dans un autre cadre avec des collègues à l'international. Mais ce qui s'est passé là aussi, l'attitude du Conseil constitutionnel, c'est notre rapport aussi à la Constitution et à la démocratie. Nous aussi, citoyens. Non, je crois qu'il ne faut pas à chaque fois mettre la responsabilité. C'est vrai que la responsabilité pèse davantage sur d'autres acteurs. Mais nous-mêmes, citoyens, qui? Moi, je ne sais pas qui appelle à la désobéissance civile. Je n'ai pas attendu un seul... Mais malheureusement... Donc la Constitution ne vaut que par rapport à nos attitudes. Voilà. Je pense qu'il y a les principes et il y a notre attitude. Je comprends. Mais je vais dire, si en 2014, vous avez défendu la Constitution, et oui, on a défendu la Constitution, des gens sont morts, on ne devrait pas accepter, pour rien au monde, qu'un régime issu d'un coup d'État s'installe au pouvoir. C'est aussi ça les principes. Alors, merci à Boubacar Sango, aussi merci à Boukari Woba. Nous sommes à la fin de ce débat de l'émission 100% Info. Nous poursuivons tout de même cette tranche avec le Ils ont dit.
FDS sont de plus en plus engagés dans des actions offensives contre les groupes armés terroristes. Cela s'accompagne d'un ciblage des services de renseignement de plus en plus précis. C'est ce qui peut expliquer la dynamique des résultats tactiques obtenus sur le terrain depuis quelques semaines. Même si la situation reste instable dans certaines zones, des avancées sont enregistrées dans plusieurs autres, avec notamment une reprise des activités et un processus de sécurisation que nous essayons de consolider. La priorité actuelle, c'est de maintenir la dynamique en cours afin d'acculer davantage les groupes terroristes qui sont déjà en très grande difficulté dans certaines zones. Personne n'a voté le lieutenant-colonel Damiba. Il s'est imposé comme président. C'est une situation de fait. Donc, sa situation est une situation de fait. On la regarde et à partir de ce moment, nous sommes en droit de dire ce que l'on veut. La Constitution est claire, le président, il est élu. Nous avons un chef d'État qui s'est autoproclamé président, qui a fait ce que l'on dit des acrobaties pour légitimer en fait son pouvoir. Ça vaut ce que ça vaut. Si vous avez des difficultés au plan institutionnel, il est clair qu'il faut interroger forcément la Constitution, parce que la Constitution, comme on l'enseigne, c'est la fondation de l'État. Si la fondation est mal faite, il peut se poser un problème. Voilà. Donc, on n'a pas tranché cette question. Mais je suis d'accord avec Maître Kam que le grand problème qu'on a au Burkina et en Afrique déjà, c'est que ce qui existe même, on ne pratique pas ça. Vous voyez, on dit que la démocratie n'est pas bonne, mais on ne pratique pas de démocratie. Comment vous pouvez apprécier ce que vous ne pratiquez pas? Construire une conscience nationale, ça veut dire qu'au-delà de toutes ces appartenances religieuses, confessionnelles, toutes ces appartenances ethniques, que d'abord nous puissions nous sentir burkinabés. Voilà. Donc chaque burkinabé revoit l'autre burkinabé comme un burkinabé, comme un frère. Voilà. Et c'est dans la mesure où nous allons nous voir comme des frères, au-delà de nos appartenances ethniques, religieuses, que nous pourrons travailler ensemble pour le pays. Écoutez, nous ne sommes pas des poussins d'hivernage. La classe politique burkinabé a les moyens de construire des institutions endogènes. Maintenant, une révolution, ça fait des victimes. Hein. Tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Il y a des voleurs. On va les attraper enfermés. Il y a des corrompus. Mais on va les attraper enfermés. C'est pas la peine de passer par mi-chemin pour dire que tout le monde, il faut une réconciliation nationale, on pardonne tout, on efface tout, on repart. Comme quoi, même le crayon du bon Dieu là, a une gomme. Et donc on peut tout effacer. Non, on ne construit pas des institutions et un État endogène comme ça. Il y a des milliers de jeunes burkinabés qui ont du talent et qui œuvrent dans un domaine, et ils ne sont pas sûrs, et qui est bien. C'est ce que j'avais fait. Quand j'ai commencé il y a à peine une vingtaine d'années à utiliser la terre, à vouloir construire une école, je ne savais pas où cela allait aller. Mais j'ai eu des gens qui m'ont encouragé, qui m'ont amené à croire que ce que je faisais n'était pas inutile. Voilà. C'est de cet encouragement-là que je parle. Comment le gouvernement va encourager ce talent-là? Parce que ce n'est pas le gouvernement en haut qui va tout faire pour nous.